Bonjour à vous, pèlerins du web. Nous voici à présent à l'aube du troisième millénaire. Le monde vient tout juste de sortir du néolithique en entrant dans l'âge du bronze grâce aux forgerons ciscaucasiens de Maïkop. Concomitamment, à plusieurs milliers de kilomètres de là, le monde entre également dans l'histoire grâce aux scribes du pays de Sumer qui développent l'écriture à partir de logogrammes. Ils seront rapidement imités par les Égyptiens de la première dynastie qui, de leur côté, développeront les premiers hiéroglyphes, eux aussi logographiques. De même, nous savons que sur le plan cultuel, l'homme abandonne l'animalisme pour le polythéisme. Ce troisième millénaire apparaît comme une étape de transition entre l'âge de pierre et l'âge des empires, au cours de laquelle l'évolution des sociétés va s'accélérer. Ce troisième millénaire est dominé par deux grandes civilisations à vocation impériale, celle de la Mésopotamie et celle de l'Égypte, même si des événements de haute importance surviennent en Europe et dans les steppes, ainsi qu'en Inde et dans le monde iranien. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans cette vidéo, nous mettons le trait sur le monde mésopotamien. Vous vous référerez aux vidéos suivantes pour les détails déjà développés et qui ne feront plus l'objet que d'évocations. La vidéo 051, la fantastique histoire naissance de l'écriture, qui résume l'évolution de l'écriture à partir de -7000 vers l'abstraction littéraire en -2585. La vidéo 052, la fantastique histoire, le temps des ânes et de la guerre, qui est une introduction au développement de Sumer. La vidéo 061, la fantastique histoire, un nouvel âge et la fin du grand esprit, qui traite du changement culturel et théologique entre néolithique et âge du bronze. La vidéo 042, naissance des dieux, partie 2, pour l'apparition du polythéisme ainsi que pour le mythe de Gilgamesh. Enfin, la playlist Une histoire de la monnaie traite également dans ses premières vidéos et de manière plus romancée en partie de ce millénaire. Première partie, contexte géopolitique régional. Alors qu'en Europe, les villes sont abandonnées au profit d'une économie qualifiée d'indo-européenne basée sur le pastoralisme nomade exclusif, elles se consolident et se développent dans les pays de Sumer et d'Elam. Ces deux régions connaissent une accélération de leur révolution urbaine débutée avec Uruk en -3900. Plusieurs royaumes, chacun centré sur une cité, se constituent. Ils sont dirigés par des prêtres rois locaux qui ne cessent de se faire la guerre. Du point de vue culturel, ces différentes entités politiques sont relativement homogènes. Elles participent à une civilisation brillante, la civilisation sumérienne, qui rayonne sur une grande partie du Moyen-Orient. On parle d'expansion culturelle urukéenne. Dans toute la Mésopotamie, le commerce intercité est fructueux. Les conflits d'épicerie sont résolus par une pratique assidue de la comptabilité sur tablettes d'argile. En -2900, le bronze, inventé dès -3300 en Ciscaucasie dans la culture de Maïkop, atteint la Mésopotamie. C'est alors qu'elle évolue en cité-État. En Anatolie, le processus migratoire s'inverse sous la pression des Indo-Européens des steppes, particulièrement sous les coups des Yamna, cavaliers notoires et nantis de ce nouveau métal. On constate ainsi pour la première fois un reflux migratoire. En effet, les migrations vont désormais se faire de l'Europe vers le Moyen-Orient et, vers la fin du millénaire, de l'Asie centrale vers les mondes indo-iraniens. En -2700, les épées de bronze sont présentes dans la Troade, en Crète, où les Minoens se développent, et en Égypte, qui inaugure l'ancien empire, dont ces fameuses pyramides en seront l'emblème. Le bronze arrive en Inde un siècle plus tard, vers -2600. Là, il inaugure la période d'Harappa mature, appelée aussi civilisation de l'Indus. La civilisation de l'Indus correspond à une ère d'intégration qui voit l'apogée des centres urbains au sein d'une culture matérielle très homogène sur toute l'ère du Grand Indus. On a déjà traité de cela dans la vidéo 053, la fantastique histoire Harappa et l'Indus.
En Mésopotamie septentrionale, ce sont les entités sémites qui dominent dès moins 2900, avec des villes prestigieuses comme Kish, la plus méridionale, en conflit quasi permanent avec la mésopotamienne Uruk, Mari, connue aussi sous le nom de Tel Beddar, la grande cité commerciale, sur le cours moyen de l'Euphrate et qui évoluera jusqu'en moins 1761, Nagar, connu aussi sous le nom de Tel Brak, dans la région du Khabur, c'est-à-dire dans le bassin de l'interfluve entre Haut-Tigre et Haut-Euphrate, Ebla en Syrie, dont la riche bibliothèque, estimée aux environs de moins 2400, fournira un grand nombre de documents précieux pour les historiens. Toutes ces villes émergent en moins 2900, en parallèle avec les dynasties archaïques des cités-États sumériennes. Toutes les villes syro-mésopotamiennes et sumériennes se livrent entre elles une concurrence de prestige et entrent souvent en conflit les unes avec les autres. En basse Mésopotamie, les régions des rives du golfe Persique connaissent un développement marqué et développent des réseaux d'échanges interrégionaux alors qu'elles les évitaient aux périodes précédentes. À partir de Sumer, les envies d'expansion vers l'Iran, le pays d'Élam, sont monnaie courante. Suse et sa région éponyme, la Susiane, connaissent une période d'apogée. Dans le berceau de la Perse, le haut pays de Malian, dans le Fars, avec sa capitale Tel-em-Malian, c'est-à-dire Anshan, les ancêtres des Iraniens entretiennent des relations commerciales avec la civilisation indienne d'Harappa à travers le Baloutchistan, d'où ils ramènent le cuivre, et l'Hindoukouche, l'Afghanistan, d'où ils ramènent de la turquoise et du lapis-lazuli. Ils établissent une colonie à Chari-Soghtay, dans le Sestan, à l'extrême sud-est de l'Iran. Le Levant et l'Anatolie, quant à eux, restent en marge tout au long de la période, même s'ils prennent part à des échanges de biens. À l'extrémité occidentale de ce monde moyen-oriental, l'Égypte reste surtout en relation avec la Palestine et la Syrie, et peu avec la Mésopotamie et l'Anatolie. Bons navigateurs comme les Levantins, les Égyptiens participent avec ceux-ci au développement chypriote, crétois, avec la civilisation minoenne qui va apparaître, et celle de l'Égée, la civilisation des Cyclades. Tandis que la Grèce continentale entre indépendamment dans sa période helladique. Nous avons évoqué les cultures pré-helléniques dans la vidéo 08-17, la fantastique histoire Usatovo. En moins 2686, l'Égypte fonde son premier empire dit ancien, avec Djéser de la troisième dynastie égyptienne, qui, grâce à son architecte et grand chancelier Imhotep, construira la première pyramide, celle à degrés. Imhotep laissera un souvenir indélébile dans le monde antique, autant chez les Égyptiens que chez les Grecs. L'imagination des scénaristes lui prêtera le nom d'une fameuse boisson dont la recette ne nous est malheureusement pas parvenue. Voyez par vous-même. Oui, qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre un Imhotep. 2. Voilà 2 Imhotep. Imhotep est aussi connu pour avoir réformé les hiéroglyphes égyptiens. Les logogrammes sont abandonnés au profit des phonogrammes. Le règne de Djéser connut une réelle prospérité économique et culturelle avec des ouvertures sur l'Orient, l'exploitation minière du Sinaï et la colonisation du pays de Canaan. C'est l'âge d'or de l'Égypte, qui coïncide effectivement avec l'arrivée du bronze. Nous traiterons bien sûr dans une playlist dédiée de l'histoire de l'Égypte ancienne. En moins 2589, Khéops, de la 4e dynastie, construit la grande pyramide qui porte son nom. Cette pyramide devient pour l'éternité le symbole de la prestigieuse culture égyptienne. L'ancien empire égyptien prend fin en moins 2150 et le pays du Nil connaît alors sa première période intermédiaire. Cette période troublée voit l'autorité royale être contestée. Les gouverneurs de province, les monarques locaux, entrent en conflit contre Pharaon. La crise politique provoque une guerre civile entre le nord et le sud. Cette guerre civile va durer un siècle. Le millénaire se termine finalement favorablement pour l'entité égyptienne avec, en moins 2033,
Mutuhotep II, qui finit par imposer la dynastie thébaine du Sud et réunifie les deux Égyptes. Cette année -2033 marque ainsi le début du Moyen Empire égyptien qui durera jusqu'en -1786. Deuxième partie, événements marquant la période. Nous avons commencé à évoquer la période des dynasties archaïques mésopotamiennes dans la vidéo 052 La fantastique histoire, le temps des années de la guerre. Nous consacrerons une vidéo plus détaillée sur cette période dynastique archaïque. Pour l'heure, contentons-nous de situer ici une borne chronologique en l'année -2700, lorsque Mbaragési, roi de Kish, à la tête de ses troupes, montés sur des ânes et armés d'épées de bronze, entreprend un raid sur la fabuleuse Harata, qui pourrait bien être la cité élamite d'Anshan, dans le haut pays de Malian, berceau de la Perse. Les querelles entre les cités mésopotamiennes et cette fabuleuse cité d'Harata trouvent leur origine dans la rivalité au sujet de l'attribution de la paternité d'Iana, la déesse de l'amour et de la guerre, et dont l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume. Cette rivalité est légendaire et irrite particulièrement la cité mésopotamienne d'Uruk, qui se veut être la représentante d'Iana en ce bas monde. Les affrontements entre les deux cités sont mythiques et nombreux. Ils se font parfois par sorciers interposés, parfois avec le secours d'oiseaux fantastiques. C'est Diana d'Uruk qui finira par s'imposer. En Iran, l'histoire élamite dite période paléo-élamite débute en -2600. Elle dure en gros de -2600 à -1500. Durant ces 11 siècles, plusieurs entités politiques personnifiées par autant de dynasties se partageront le sud-ouest iranien. Toutes peuvent être caractérisées comme élamites. L'influence des royaumes mésopotamiens et leurs tentatives d'expansion hégémonique sur le plateau iranien ont sans doute joué un grand rôle dans la progressive et résistante affirmation des royaumes élamites. Les dynasties élamites qui se succèdent sur la région sont au nombre de 3. De -2600 à -2200, c'est la dynastie Awan qui domine. Elle est installée au nord de Suse. De -2200 à -1900, c'est la dynastie Shimashki qui prend le dessus sur les lames. Elle est installée à l'est de Suse. De -1900 à -1500, c'est la dynastie Shukalma, ou dynastie épartide, d'après le nom du fondateur éparti qui règne sur Suse et sur Anshan. À leurs apogées, ces 3 dynasties sont en mesure d'être des menaces sérieuses pour leurs voisins mésopotamiens. En -2585, les tablettes sumériennes ne sont plus seulement utilisées à des fins de comptabilité ou d'écriture administrative. Elles ne sont plus rédigées uniquement sous forme de listes. Elles sont maintenant les supports de véritables récits linéaires, dont l'un des plus populaires est le récit des exploits de Gilgamesh, le mythique héros et roi d'Uruk. La temporalité du récit a désormais pour effet de renforcer la linéarité de l'écriture. La conquête de l'écriture a été précisément de faire entrer, par l'usage du dispositif linéaire, l'expression graphique dans la subordination complète à l'expression phonétique. L'écriture telle que nous la concevons aujourd'hui est enfin née. C'est à partir de ce moment et jusqu'en -2340 que l'on dispose de sources fiables écrites sur l'histoire du pays de Sumer. Les textes, écrits en vieux sumérien, proviennent avant tout de Girsu, la ville Télo, dans le royaume de Lagash, et secondairement de Nippur. En dépit de leur faible nombre, ils permettent de déceler la puissance de certains souverains mésopotamiens. Si l'on se réfère à la liste royale sumérienne de Girsu, une nouvelle dynastie d'Uruk exerce la domination en Sumer, quand son roi Enshakushana bat Adanish de Hamazi, un royaume situé dans le Zagros. Ce roi est connu par des inscriptions contemporaines de la période, dont une qui le présente dans une inscription comme le fils d'un roi dur, Elili.
Les liens entre Uruk et Ur semblent forts à cette période. D'autres documents indiquent qu'Enza-Kushana a réussi à atteindre à un moment de son règne une grande puissance, puisqu'il est le premier souverain connu à se proclamer Ki-Enji, Hen étant le préfixe désignant le titre de souverain, en l'occurrence de Summer. Ensha-Kushana se proclame également Lugal, locution qui veut dire roi du pays. Lugal Kalam-Ma, roi du pays de Summer. Il prétend avoir vaincu Enbi-Ishtar de Kish, non présent dans la liste royale. Lugal Kiniché-Dudu est sans doute son successeur. Il est connu par un clou d'argile commémorant un traité de paix qu'il conclut avec son homologue Emetena de Lagash. Son fils Lugal-Kizalsi monte ensuite sur le trône d'Uruk. Les inscriptions de ces deux rois indiquent qu'ils dominaient plusieurs grandes villes importantes de Summer. Finalement, leur état tombe en moins 2350 sous la coupe de Lugal-Zagesi, originaire d'Uma. Ce dernier constitue alors un royaume dominant toute la basse Mésopotamie dont il établit la capitale à Uruk. La liste sumérienne le présente comme un roi d'Uruk, ce qui témoigne de l'importance de cette ville en tant que capitale politique de Summer. Mais sa royauté est éphémère, puisque le Sumérien est battu par le Sémite Sargon d'Akkad, qui s'empare de ses possessions à peine une décennie plus tard. Selon les sources datables de son règne, 3 batailles sont nécessaires pour vaincre Lugal-Zagesi et ses alliés, et enfin prendre Uruk. Les murailles de la cité sont rasées, et le vaincu est fait prisonnier et conduit à Nippur, au sanctuaire du dieu Enlil, le dieu qui octroie la souveraineté et qui a donc tranché en faveur de Sargon. À cette époque, les deux régions mésopotamiennes parlent une langue différente, le sumérien au sud et l'akkadien au nord. Notons que le fameux déluge biblique serait advenu peu de temps avant, vers moins de 1600, et aurait été occasionné par une crue exceptionnelle de l'Euphrate qui aurait noyé les principales villes dont Uruk. Contrairement à ce que pourraient laisser croire les textes sacrés, ce déluge n'a pas signé le glas de la civilisation sumérienne, ni même celle de l'Élam, bien au contraire. De même, les populations sémites de la Syro-Mésopotamie n'ont pas été affectées. Par contre, on peut constater là l'émergence ultérieure de plusieurs peuples jusqu'alors peu ou non connus, comme les Amorites, les Ourites et les Guti. C'est en moins 2500 que l'on trouve la première mention de Babylone dans des textes de la bibliothèque de la sémite Ebla. Son nom, dérivé de l'akkadien, signifie « porte des dieux ». Sous le règne de l'empereur akkadien Shar-Kali-Shari, descendant de Sargon et qui règne de moins 2218 à moins 2193, la ville est intégrée à l'empire. Babylone est alors un de ses centres provinciaux. Dirigée par un gouverneur, elle participe au système de prélèvement mis en place dans l'empire akkadien. Cette époque archaïque de Babylone précède la période paléo-babylonienne ou période amorite, laquelle s'étendra de moins 2004 à moins 1595. L'essor de Babylone se fera plus tard, avec l'émergence d'une dynastie d'origine amorite en moins 1894 avec un certain Sumu-la-El, qui règne de moins 1894 à moins 1881, et dont Hammurabi, qui règne de moins 1792 à moins 1750, est le descendant. En moins de 1500, la Mésopotamie adopte la roue pour le transport des marchandises. Les chariots, alors affectés au transport dans les plaines, ont 4 roues et sont tractés par des bœufs. Le cheval n'est alors pas connu en Mésopotamie et c'est l'âne qui est utilisé pour la monture et pour le bas en zone montagneuse. Par souci de ne pas alourdir la vidéo, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin.